Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 129. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui va porter sur les matrices symétriques réelles. Et plus précisément, on va démontrer un critère qui va nous permettre de savoir parmi celles-ci lesquelles sont définies positives, l'énoncé précis du jour. Et donc le suivant, nous avons A, une matrice symétrique réelle de taille n. On va considérer la sous-matrice A indice parenthèse K, notre sous-matrice de A qui va être obtenue à partir des k premières lignes et des k premières colonnes de A. Donc bien évidemment, c'est aussi une matrice symétrique réelle. Et je vous propose donc de démontrer que notre matrice est définie positive si et seulement si, pour tout cas, le déterminant de la sous-matrice AK va être strictement positif. Je vous propose également une petite application de ce résultat qui est de démontrer que l'ensemble des matrices symétriques réelles définies positives est un ouvert parmi les matrices symétriques réelles pour la topologie usuelle. Donc voilà un très joli exercice sur les matrices symétriques réelles qui m'a été proposé par l'un d'entre vous. Vous allez voir le commentaire s'afficher en bas de l'écran. Donc merci à toi, toi qui m'avais proposé cet exercice il y a quelques temps de ça et qui te reconnaîtra. Ça me permet de faire une petite parenthèse en rappelant que eh bien, si vous avez des idées d'exercices que vous voudriez proposer sur la chaîne, des exercices plus ou moins intrigants, qui amènent un peu plus de réflexion sur des points de cours qui peuvent être intéressants en classe préparatoire, grandes écoles, voire même peut-être un peu plus, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. J'en sélectionnerai quelques-uns et celles-ci pourront servir de vidéos d'exo de colle ou de petits exos de colle. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des exercices proposés par certains d'entre vous se retrouvent en exo de colle ou petits exos de colle. À chaque fois, je n'oublie pas d'y faire mention. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez des idées d'exercices. Ça permet d'alimenter la chaîne en idées d'exercices et autres. Je ne dis pas que je suis en manque, bien au contraire, mais ça peut être sympa aussi de tourner mes directions d'exercices par rapport à aussi vos envies. Bref, ceci étant dit, revenons donc à notre exercice qui est donc d'établir un résultat relativement connu sur les matrices symétriques réelles, résultat qui se nomme le critère de Sylvester. Et donc ce critère vient du calcul de déterminant, de savoir si une matrice symétrique réelle est définie positive ou non. Alors ça peut avoir des avantages parce que oui, du calcul de déterminant, bon, ça peut être assez pratique à la main si on a une matrice de taille 2x2, 3x3, mais dès qu'on commence avec des matrices un peu plus grosses du type 5x5, 6x6, là, calculer du déterminant à la main, ça commence à être assez rude. Mais par contre, d'un point de vue algorithmique, pourquoi pas? On pourrait même aller encore plus loin avec des matrices de taille assez grande, quitte à devoir travailler avec des matrices creuses, comme ça peut arriver souvent quand on travaille en physique appliquée ou théorique. Bref, voilà, des types de matrices creuses très très grandes, symétriques réelles, ça peut arriver assez souvent d'en étudier, et donc vérifier qu'elles sont définies positives peut nous ramener à des calculs de déterminants un petit peu plus sympathiques, puisque quand on a affaire à des matrices creuses, eh bien on a affaire à des matrices où il y a énormément de zéros dedans. Donc ça peut être bien plus pratique pour calculer des déterminants. Bref, c'est assez pratique d'un point de vue algorithmique, mais pas forcément pratique à la main. Donc je déconseille d'utiliser ce critère si on a affaire à une matrice trop grande. Quand on a affaire à une matrice de taille 2x2, voire 3x3, pourquoi pas? Parce que bon, le calcul du déterminant, c'est assez rapide à faire. Et puis bon, il y a des méthodes, notamment méthode de Sylvester, ça porte le même nom, méthode de Sylvester pour calculer des déterminants de taille 3x3. Donc voilà, bref, il y a des méthodes qui permettent d'être assez efficaces dans ces calculs de déterminants, mais dès qu'on travaille avec des déterminants de matrice beaucoup trop grandes, bon là, je déconseille d'utiliser cette méthode. Ça peut être bien si vous vous retrouvez avec un exercice avec une matrice quelconque, mais c'est pas forcément des plus adéquats si on travaille avec une matrice trop grande ou une matrice théorique. Voilà, donc en soi, voilà en quoi ce critère peut être utile ou non utile, suivant dans quel sens on se tourne. Et je rappelle aussi que la complexité des calculs de déterminants, ça tourne autour de n à la puissance 3, puisque c'est du calcul de pivot de Gauss, et la complexité de calcul de pivot de Gauss, c'est notamment au pire du n3. Donc ça veut dire que ça peut être beaucoup trop long si notre matrice est bien trop grande pour un ordinateur, on va dire, usuel. Bref, ça c'était d'un point de vue algorithmique, tout ça. L'intérêt de cet exercice, je trouve, c'est aussi de réviser, de retravailler la notion de matrice symétrique réelle définie positive. Alors, première chose qu'on va signaler, c'est donc dès qu'on prend une matrice symétrique réelle, la première chose à laquelle n'importe quel étudiant de classe préparatoire doit penser, c'est théorème spectral.
Je vous attendais au tournant là. Donc, théorème spectral, en effet, vous avez une diagonalisation qui est possible à travers une base orthonormale. Donc, la base orthonormale ici est donnée par une matrice orthogonale. Orthogonale, ça veut exactement dire presque ce qui est écrit là, c'est que l'inverse d'une matrice orthogonale, c'est tout simplement la transposée de cette matrice. Donc, ça peut être un moyen de les définir. Donc, vous avez une matrice orthogonale et D, c'est une matrice diagonale réelle. Donc, voilà ce que vous dit le théorème spectral. Alors d'ailleurs, le théorème spectral, c'est un théorème que nous avons déjà étudié sur la chaîne, bien que ce soit un résultat relativement, même plus que relativement, un résultat bien classique de classe préparatoire. Je pense que c'était quand même assez intéressant de vous reproposer une preuve de ce résultat. Et donc, si vous voulez retravailler ce théorème, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'exemple numéro 39, que je vais mettre bien sûr en lien dans la description. Et donc, un point important de ce théorème spectral, c'est que la diagonalisation se faisant par les réels, vous avez finalement que des valeurs réelles pour votre matrice. Et donc, on peut affirmer qu'une matrice, ou en tout cas définir qu'une matrice est positive, donc symétrique réelle positive, si et seulement si les valeurs propres de M sont toutes positives ou nulles. Et puis, vous pouvez affirmer que votre matrice est définie positive, si et seulement si, eh bien, ces mêmes valeurs propres sont strictement positives. Donc voilà une façon de définir, ou en tout cas d'avoir une bonne mémoire de ce que ça veut dire avoir une matrice symétrique réelle positive ou définie positive. C'est vraiment un lien avec les valeurs propres de votre matrice. Alors il y a bien sûr une autre façon d'interpréter le fait d'être définie positive, et c'est un lien avec des formes quadratiques. Alors on ne va pas rentrer, et je vais le dire tout de suite, on ne va pas rentrer énormément à travers les formes quadratiques parce que ce n'est pas au programme de classe préparatoire, et comme la chaîne a pour but de vous proposer des exercices dont la résolution peut se faire à un niveau classe préparatoire à grandes écoles, eh bien, je vais éviter de rentrer trop dans le sujet. Mais sachez que cette autre façon de caractériser les matrices symétriques réelles définies positives passe à travers des questions de forme quadratique, que l'on pourrait définir pour n'importe quelle matrice symétrique réelle, mais en fait pour n'importe quelle matrice quelconque. C'est juste que, il y a une question de symétrie qu'il va falloir satisfaire et donc définir une bonne forme polaire pour pouvoir ensuite définir correctement une forme quadratique. Donc là, ici, on peut dire que notre matrice M est définie positive si et seulement si l'opération définie sur Rn, donc Rn croix Rn vers R, qui a une paire de vecteurs associe le produit scalaire AX contre Y, cette opération-là est un produit scalaire. Et ça, c'est une autre façon d'interpréter le fait qu'on a une matrice qui est définie positive. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vu en classe préparatoire, pas vu de cette manière-là, mais je vous assure qu'en fait, c'est exactement ce que ça veut dire. Parce qu'il y a un autre critère qu'on utilise assez souvent qui est de dire que le produit scalaire de AX contre X est toujours positif strict pour n'importe quel X. En fait, ça implique assez directement que cette opération-là définit un produit scalaire. Puisque comme votre matrice A est symétrique, vous savez donc que la transposée est égale à elle-même, et donc vous pouvez bien sûr changer l'emplacement de la matrice A dans votre calcul. Et puis comme le produit scalaire est lui-même symétrique, vous pouvez très bien échanger en effet le rôle de x et de y dans votre calcul. Donc vous savez que ça va être symétrique, vous avez la linéarité à gauche, la linéarité à droite, donc bilinéarité, et puis vous avez le fait que ce soit défini positive. Alors, si vous demandez juste à ce que ce truc-là soit positif sans pour autant être défini, vous vous retrouvez ici. Si vous demandez à être défini positif, alors là, vous retrouvez ici avec donc le fait que vous avez un produit scalaire. Mais si vous partez donc d'une matrice symétrique réelle, cet opérateur-là est automatiquement linéaire à gauche et à droite, donc bilinéaire, et qui plus est, symétrique. D'accord? Donc vous savez déjà ces deux choses-là. Et après, il faut vérifier deux autres points qui sont donc le fait d'être positif, donc c'est ça, et défini positif, donc défini et positif, ça va nous donner l'autre résultat qui est ici, Sn++ de R. Donc voilà, ça peut être une autre façon de comprendre ce qu'on entend donc par prendre une matrice qui est définie positive, sachant que oui, comme je l'ai dit, on ne l'interprète pas toujours comme ça, on dit plus souvent que AX contre X, le produit scalaire là, doit être toujours strictement positif tant que X est non nul. Voilà, donc ça peut être
une autre façon de dire, mais c'est exactement la même chose que de dire qu'on a affaire à un produit scalaire. Donc je vais me permettre de dire ça directement comme ça. Ok, ça va me permettre déjà de commencer à poser des conventions, je suis en train de me dire, donc je vais peut-être les poser maintenant. Petite convention pour ce qui va suivre. Donc Rn, pour moi, ce sera toujours Mn1 de R. Donc c'est la même chose que de voir une matrice à n lignes et une seule colonne. Et puis l'autre convention, c'est pour le produit scalaire que je veux poser dans Rn. Donc le produit scalaire usuel dans Rn, je vais le noter comme ceci avec un indice n. En effet, dans les preuves qui vont s'en suivre, on va beaucoup jouer avec les dimensions de l'espace dans lequel on travaille. Donc je vais me permettre de paramétrer le calcul du produit scalaire par rapport à l'espace dans lequel je travaille. Donc ça, c'est produit scalaire usuel. Un produit scalaire, c'est mieux, dans Rn. Bien. Bon, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire d'important concernant cet exercice. En tout cas, pour le moment, il y a encore 2-3 petites choses que je dois dire, mais je vais attendre la fin de la résolution pour les dire. Je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un exercice des plus incontournables, mais c'est un exercice quand même très cool pour pouvoir retravailler la notion de matrice symétrique réelle définie positive. Voilà, et de bien jouer avec les deux façons d'interpréter le fait d'avoir une matrice symétrique réelle définie positive surtout. Alors, je vais ajouter une autre convention avant de me lancer dans la résolution. Donc d'ailleurs, ça me permet de dire que je ne vais pas vous donner de plan de résolution, puisque si je commence à donner un plan de résolution, je vais en même temps vous donner la résolution. Je ne peux pas me permettre de vous donner quelques points clés. Je pense qu'il y a des points clés que vous pouvez deviner par vous-même, notamment le fait que là, on doit démontrer une équivalence, donc on a un sens direct et un sens réciproque à démontrer. Voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Et après, bon, bien sûr, il y a 2-3 points techniques, mais ces points techniques, dès que je vais les dévoiler, ça va être la même chose que si je me lançais à faire la résolution. Donc, je ne peux pas me permettre de vous donner un plan de résolution pour cette fois. Je vais donc poser une autre notation. L'autre notation que j'aimerais poser, c'est une application qui va permettre de définir une espèce de projection, si on veut. Donc, PNK qui va de Rn vers Rk, qui a x1, xn associe x1, xk si k est plus petit ou égal à n. Et sinon, je vais écrire comme ça. Sinon, ça va être x1, xn et on ajoute des zéros autant qu'il le faut, donc dans le cas où k est plus grand que n. Voilà, donc ce PNK va nous permettre de changer d'espace vectoriel tout en conservant l'emplacement des coordonnées des vecteurs que nous avons pris. Tout cela pour que l'on conserve une certaine orthogonalité donnée par les produits scalaires des espaces plus petits. Car ce produit scalaire étant le même à quelques variables supplémentaires près, étant le même suivant l'espace vectoriel dans lequel on travaille, eh bien on va pouvoir conserver une certaine orthogonalité grâce à ces opérations. Donc c'est pour ça que je les définis, car elles vont être très utiles. Alors partons donc à travers la résolution que j'aimerais vous proposer de cet exercice. Et donc je le répète, je ne vais pas passer à travers les formes quadratiques, puisque ce n'est pas au programme de classe préparatoire grandes écoles. Donc, il faut repérer d'abord quel est le sens le plus simple à démontrer, et ici c'est le sens direct. Alors si on va dans le sens direct, eh bien nous avons que A est dans Sn plus de R, et par conséquent, comme je l'ai dit tantôt, nous savons que l'application qui a xy associe le produit scalaire de AX contre Y, donc avec le produit scalaire usuel, eh bien ça nous donne un produit scalaire dans Rn. Et ce que je vais faire, c'est que je vais démontrer mieux que ça. Je vais carrément démontrer que tous les A indices parenthèse K là, eh bien ça, c'est des matrices qui sont dans Sn plus de R. Donc en fait, je vais étudier un opérateur du même style que celui-ci, mais dans Rk, et montrer que cet opérateur-là est aussi un produit scalaire. Et ça va être assez évident à faire, puisque nous avons la propriété suivante. Donc, or,
Eh bien, si je regarde le produit scalaire de A, K contre un vecteur qu'on va noter x1, xk, avec un autre vecteur ici, y1, yk, voilà, eh bien ça va être la même chose que finalement A contre le vecteur x1, xk, puis on rajoute des zéros. Donc ça, c'est exactement pkn du coup de x1, xk. Tac. Et ici, on a pareil, y1, yk, 0, 0. Pareil, ça va être pkn de y1, yk. Donc j'ai injecté les composantes de mon vecteur ici dans les premières composantes du nouveau vecteur. Et en faisant ça, et en faisant le calcul du produit scalaire ici, on peut en effet constater que les deux calculs ici sont les mêmes. Et donc si ces deux calculs sont les mêmes, je pense que vous pouvez aisément constater que cet opérateur-là va donc bien définir un produit scalaire. Ainsi, l'opération qui a une paire de vecteurs UV associe le produit scalaire de AK U contre V, donc dans l'espace RK, et définit un produit scalaire dans RK. Et donc, maintenant qu'on a ça, on peut affirmer que AK est donc symétrique réel défini positif, d'où AK dans SK plus de R. Et donc ça implique que le déterminant de AK est strictement positif. Donc là, toute l'opération qu'on vient de faire pouvait se faire pour tout K, compris entre 1 et N. Et voilà, c'est terminé. On vient donc de démontrer le sens direct, qui était le sens le plus simple à démontrer. Et là, je vous ai proposé une manière assez élégante de démontrer le résultat très rapidement, sans avoir besoin de faire des calculs immenses de déterminants. On peut s'en sortir en effet en montrant qu'en fait, AK est en fait une matrice symétrique réelle définie positive. Bien, alors on va pouvoir maintenant attaquer le sens difficile de cet exercice, le sens réciproque. Et pour démontrer le sens réciproque, nous allons nous y prendre par récurrence. Preuve par récurrence sur n. Alors évidemment, je ne vais pas faire le détail. Pour n égale 1, c'est évident. Vous avez une matrice de taille 1 fois 1, donc vous n'avez qu'un seul coefficient. Le calcul du déterminant, c'est exactement la valeur du coefficient. Vous êtes en train de dire que le déterminant est strictement positif, donc la valeur de ce coefficient est strictement positif. Et donc, voilà, vous avez une matrice symétrique, ça c'était évident, symétrique réelle, définie positive, puisque vous n'avez qu'une seule valeur propre, qui est exactement le coefficient, qui est donc strictement positif. Point. C'est très facile à vérifier. Donc, je me permets de ne pas faire de détails. Et maintenant, lançons-nous dans l'hérédité. Et je vais le préciser tout de suite, ce n'est pas une preuve par récurrence forte, je n'ai pas besoin d'une récurrence forte, j'ai juste besoin d'une récurrence simple, et donc de supposer que c'est vrai pour un n fixé, et démontrer que ça va être vrai pour n plus 1. Je ne vais pas écrire les phrases, vous devriez les connaître par cœur, je vais me lancer directement donc dans l'écriture de la preuve de la partie hérédité. Donc je vais prendre maintenant une matrice A dans Sn plus 1, je n'ai pas dit plus parce que je ne sais pas encore, de R, tel que le déterminant de A indice K, comme ceci, est strictement positif pour tout K dans 1, n plus 1. Alors là, tout de suite, directement, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc par HDR, hypothèse de récurrence, nous avons que A indice n est une matrice symétrique réelle définie positive. Puisqu'en effet, ce A indice K vérifie exactement la propriété qui est ici, et donc on peut appliquer la réciproque par hypothèse de récurrence. Alors, maintenant qu'on a ça, ça va être un peu bizarre ce que nous allons faire, mais ce que nous allons faire, c'est on va prendre une base de diagonalisation.
vous vous en doutez, à un moment ou à un autre, il fallait utiliser le théorème spectral. Eh bien, on va l'utiliser maintenant. Et on ne va pas l'utiliser sur la matrice A. Pourquoi on ne va pas l'utiliser sur la matrice A? Le problème avec étudier la diagonalisation sur la matrice A, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur ce qu'il se passe pour les valeurs propres de la matrice A directement. On n'a pas trop de contrôle, mis à part des calculs de déterminants, mais ces calculs de déterminants ne nous disent pas forcément grand-chose concernant les vecteurs propres ou les valeurs propres. En tout cas, pas directement. La bonne idée, c'est plutôt de dire, je sais des choses sur les valeurs propres qui vont apparaître ici. Donc pourquoi pas prendre une base de diagonalisation de notre sous-matrice qui est ici, la compléter en une nouvelle base de diagonalisation, qui va être une base de diagonalisation pour grand A, et ensuite vérifier que la nouvelle valeur propre, donc en ayant complété, on va avoir un nouveau vecteur propre et donc une nouvelle valeur propre, et vérifier que cette dernière valeur propre est strictement positive. Et ça va être assez facile parce que comme on sait que les autres valeurs propres sont strictement positives, que le déterminant est strictement positif et qu'on sait que le déterminant c'est le produit de toutes les valeurs propres, on conclut que la dernière valeur propre va être strictement positive. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de vous divulgacher la toute fin de la résolution de l'exercice. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de garder un contrôle sur comment se comportent les valeurs propres de notre matrice, soit notre grande matrice, soit la matrice qui est ici. Et comme la grande matrice ici, on n'a pas vraiment de contrôle pour le moment, on va utiliser la matrice AN pour garder ce contrôle sur les valeurs propres et savoir que ces valeurs propres sont strictement positives. Donc c'est pour ça que nous allons donc utiliser le théorème spectral sur AN et non sur A. Donc, d'après le théorème spectral, donc il existe une base E1, EN de diagonalisation de AN, orthonormale, tant qu'à faire, on va le préciser. Donc orthonormale pour le produit scalaire usuel. Dans Rn. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va envoyer cette base dans l'espace plus grand, donc dans Rn plus 1. Donc en posant EI tilde comme étant Pn n plus 1 de EI, et bien là on se retrouve avec une famille E1 tilde jusqu'à En tilde qui va être orthonormale pour le produit scalaire, cette fois-ci dans Rn plus 1. Alors là, pareil, bêtement, vous pourriez me dire, je vais compléter cette base, cette famille libre, en une base dans Rn plus 1. Si je fais ça de manière très naïve, je ne suis pas garanti du fait que la nouvelle famille qu'on va obtenir, c'est bien une base de diagonalisation. Ça, je n'en suis absolument pas certain. Donc, c'est pas une bonne idée de se dire, je vais compléter de manière un peu naïve la famille que nous avons ici. Par contre, si je la complète en me disant, oui, je veux être un vecteur qui ne va pas s'écrire en fonction de E1, En. Un vecteur dont l'image, en tout cas, ne veut pas s'écrire en fonction de E1 tilde, En tilde. Eh bien, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on va choisir un vecteur qui va non pas être orthogonal à ces vecteurs-là, mais qui va plutôt être orthogonal à leur image par rapport à la matrice A. Et si on fait ça, alors là, on va réussir à construire une base de diagonalisation. C'est pas pour autant qu'on est assuré que la base que la famille que nous allons construire va former une base pour E1 tilde, En tilde. Il va falloir quand même le vérifier. Et il y a un autre truc qu'il va falloir quand même s'assurer, c'est qu'en effet, A, En plus 1 va uniquement dépendre de En plus 1, tilde. Encore une fois, je vais mettre que des tildes partout. Mais l'idée vraiment derrière, c'est de se dire, je veux quand même encore une fois garder un contrôle sur la construction de la nouvelle base, que je voudrais être une base de diagonalisation, mais je vais devoir perdre un petit peu de choses, et notamment le fait que la base est orthogonale. Est-ce que c'est grave? Non, c'est absolument pas grave, parce que ce qui compte, c'est de connaître les valeurs propres, et notamment le signe de ces valeurs propres. C'est tout ce qui compte. Donc, si on fait une base de diagonalisation, même légèrement différente d'une base de diagonalisation usuelle pour les matrices symétriques, eh bien, on va tout de même s'en sortir.
Et donc, c'est exactement ce qui va suivre ici. Pour pouvoir donc se faire correctement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'image de notre familier par la matrice A. Cette image va nous donner un espace vectoriel suffisamment grand. En effet, comme on sait que le déterminant de A, car ça fait partie des hypothèses, hein, AN plus 1, c'est exactement A. On sait que le déterminant de A est strictement positif, donc en particulier est non nul. Comme c'est non nul, ça veut dire qu'on a une matrice inversible, et donc on est en train d'appliquer un isomorphisme, si on veut, sur l'ensemble des vecteurs qui sont ici, et donc on se retrouve avec un espace vectoriel de même dimension que l'espace engendré par ces vecteurs-là, qui est donc de dimension n. On pourra alors s'amuser à prendre l'orthogonale qui sera donc de dimension 1, et on va compléter notre base avec un vecteur qui engendre cette orthogonale. Je vais maintenant écrire ce que je viens de dire. Donc, on sait que le déterminant de A est non nul, et donc, vect de A E1 tilde jusqu'à A En tilde, qu'on va noter E, est un espace vectoriel, un R espace vectoriel si on veut préciser. Donc, est un espace vectoriel de dimension égale à n. Ainsi, E orthogonale, hein, qui est bien l'orthogonale pour le produit scalaire usuel n plus 1 ici, d'accord, est de dimension égale à 1. Et maintenant, on va considérer En plus 1 tilde comme étant un vecteur qui engendre cette orthogonale. Donc un vecteur finalement non nul de perp. Donc considérons En plus 1 tilde comme étant dans E perp sauf 0. Alors si on veut, c'est absolument pas une condition importante, mais si on veut, on peut normaliser le vecteur. Ça coûte rien. On peut normaliser le vecteur. Mais je tiens à préciser qu'à la fin, vous ne pourrez pas vous assurer d'obtenir une base E1 tilde jusqu'à En plus 1 tilde qui va être une base orthonormale. Vous ne pourrez pas vous assurer de ça. Mais par contre, comme je l'ai dit, ça n'a pas de très grande importance. Ce qui va compter surtout, c'est de pouvoir avoir les valeurs propres, d'avoir assuré que les valeurs propres pour les premiers vecteurs jusqu'à En tilde, c'est des valeurs propres qui vont être positives strictes. Et donc, vous pouvez conclure ensuite que le dernier En plus 1, s'il s'écrit bien en termes d'image par rapport à A comme une valeur propre fois le En plus 1, eh bien vous allez pouvoir montrer que cette dernière valeur propre est aussi strictement positive. Alors j'efface un peu parce que maintenant on va faire un peu de calcul pour pouvoir assurer que, en effet, E1 tilde jusqu'à En plus 1 tilde est bien une base de diagonalisation. Donc montrons que E1 tilde jusqu'à En plus 1 tilde est une base de diagonalisation. Ok, alors je vais écrire quelques calculs de produit scalaire. Il y en a certains qui serviront pas trop, d'autres qui serviront un peu plus. Pas très grave. Mais au moins, tous ces calculs-là vous permettront de savoir quels sont les coefficients qui vont apparaître dans la matrice A par rapport à chacun des vecteurs E1 tilde jusqu'à En plus 1 tilde. Alors si je m'amuse à refaire le calcul de A, EI tilde contre EJ tilde, dans N plus 1, avec I et J tous deux inférieurs ou égal à N, si je refais le calcul ici, exactement comme on l'a vu tantôt dans le sens direct, ce truc-là, ça revient à la même chose que refaire le calcul puisqu'on a juste ajouté un 0 en dernière composante, hein, donc dans EI et dans EJ. Ça revient à faire le calcul du produit scalaire avec, à la place de cette matrice A, la matrice A indice N. Donc on va avoir A indice N fois EI contre EJ en produit scalaire dans Rn. Et donc ça va nous ramener aux valeurs propres de AN. Donc là, on va se retrouver finalement avec soit 0 si I est différent de J, soit lambda I si I est égal à J. Donc ici, lambda I, valeur propre de AN. Et donc on sait que cette valeur propre est strictement positive. Ok.
Donc ça, c'est le premier calcul. Deuxième calcul que nous allons faire, c'est qu'en est-il de A en plus 1 tilde contre ei tilde. Et c'est là où on peut utiliser la symétrie du produit scalaire. En tout cas, là, on ne sait pas encore que c'est un produit scalaire, mais en tout cas, on peut utiliser la symétrie de notre matrice A, la matrice A étant une matrice symétrique. On a donc une transposition qu'on peut utiliser pour simplifier le calcul. Et donc, en utilisant cette chose, on va pouvoir écrire que ce produit scalaire, c'est la même chose que en plus 1 tilde contre aei tilde, n plus 1. Et on peut alors donc très vite constater que si i est différent de n plus 1, ce truc-là vaut 0 par définition de notre en plus 1 tilde, parce que en plus 1 tilde, c'est dans perp de e, et e, c'est justement l'espace engendré par les a, e tilde, i plus petit ou égal à n. Donc ce truc-là, ça va faire 0 si i est différent de n plus 1 finalement. Et si c'est égal à n plus 1, ça va donner un réel. Ce réel, on va le noter lambda n plus 1. D'accord? Donc là, le lambda n plus 1 que j'ai posé, a priori, je ne sais pas encore si c'est tout à fait une valeur propre, mais en tout cas, je peux au moins assurer qu'il est là, ce lambda n plus 1, puisque là, on a un réel dont on n'a pas forcément le contrôle. Très bien, et puis une fois qu'on a ça, il nous reste aussi le dernier calcul qui est plus ou moins déjà écrit. Est-ce que je l'ai... Bah oui, il est déjà écrit. Donc j'ai terminé. Donc là, maintenant, si je fais le produit scalaire, pareil, de A, E, I tilde, je voulais écrire A, E tilde contre En plus 1, mais ce calcul est déjà là, par symétrie. Bien, j'affirme que maintenant, avec ça, on peut affirmer que, en effet, E1 tilde En plus 1 est une base, et qui plus est bien une base de diagonalisation. Alors, par rapport à ce que nous venons d'écrire, nous pouvons au moins affirmer que, déjà, primo, la famille AE1 tilde jusqu'à AEN tilde avec ensuite En plus 1 tilde, par construction, c'est une base de E. Et ce qu'on vient aussi de démontrer, c'est que AEN plus 1 tilde ne s'écrit qu'en fonction de En plus 1 tilde. Donc nous venons de montrer qu'en fait, AEN plus 1 tilde, en fait c'est un multiple qu'on a noté lambda n plus 1 fois En plus 1 tilde. Donc, plus, on a cette propriété-là qui semble découler assez directement de ce qu'on vient d'écrire. Donc très bien, ok. Je réfléchis juste. Est-ce que c'est exactement ça que je veux écrire? Je pense que oui. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, on a terminé. En fait, là, ça veut dire que ce truc-là, donc ainsi, la famille AE1 tilde jusqu'à AEN tilde AEN plus 1 tilde, c'est aussi une base de E. Alors, je suis juste en train de réfléchir. Parce que pour l'instant, lambda n plus 1, on ne sait pas encore si c'est nul ou pas. Mais je pense qu'on peut montrer très vite que c'est non nul. Oui. Donc on peut montrer très vite que c'est non nul, tout simplement parce que A est inversible. Voilà, donc, tout simplement. Donc lambda n plus 1 non nul, car A est inversible. Le déterminant de A est non nul, je rappelle encore une fois. Voilà, donc ça permet d'assurer. Donc comme ça, c'est une base de, pas de E, mais de Rn plus 1. Comme ça, c'est une base de Rn plus 1 et que A est bijective. Donc A inversible. Ça implique que E1 tilde jusqu'à En plus 1 tilde, c'est aussi une base de Rn plus 1. Et maintenant, ce que je viens d'écrire là, le fait que AEN plus 1 tilde est égal à lambda n plus 1 fois En plus 1 tilde. Et les autres lambda, c'est pareil, grâce au calcul des différents produits scalaires qu'on vient de faire. Donc, on a aussi le fait que AEI tilde, c'est lambda IEI. Bon, ça aussi, ça permet d'assurer qu'on a bien une base de diagonalisation. Alors, je suis en train de réfléchir si j'ai manqué quelque chose, mais je pense que non. Ça doit être pas trop mal.
Ouais, ça me paraît pas trop mal. Ok. Très bien. Donc maintenant que nous en sommes là. Ok. Maintenant que nous en sommes là, bah, nous avons notre base de diagonalisation et on va faire exactement ce que j'ai dit plus tôt. C'est-à-dire, donc ouais, j'ai oublié, j'ai effacé ça, mais je ne veux pas l'effacer ça. Donc, via cette base de diagonalisation, on a que A est semblable à la matrice lambda A, lambda n plus 1, avec des zéros ailleurs. Et bah, le déterminant donc de A, c'est tout simplement le produit des lambda i, donc lambda 1 fois lambda 2 fois lambda n fois lambda n plus 1. On sait par hypothèse que le déterminant de A est strictement positif. Et on sait également, parce qu'on a tout fait pour, lambda 1 jusqu'à lambda n, c'était les valeurs propres de la matrice AN. Donc ça, c'était les VAP de AN. Et on sait donc que chacune de ces valeurs propres est strictement positive, donc par conséquent, le produit est strictement positif. Ou sinon, vous pouvez dire autrement, ça c'est le déterminant de AN parenthèse, enfin de A parenthèse N, je vais y arriver. Donc, vous avez alors que ce truc-là est strictement positif. Bon, bah vous avez un produit de deux trucs dont l'un des deux est strictement positif, et vous savez que ce produit est strictement positif. Par conséquent, vous avez alors que lambda n est aussi strictement positif. Et donc A n'a que des valeurs propres strictement positives, que des VAP strictement positifs, d'où le fait que A est défini positive. Ceci conclut la preuve. Pas mal, hein? Donc voilà, la petite technicité est surtout ici, quand on veut, en fait, c'est ça, je pense, la difficulté de l'exercice, c'est au lieu de penser diagonalisation directe de notre grande matrice, il faut faire une diagonalisation de façon à conserver l'information de la positivité des valeurs propres qui sont en jeu. Et donc, pour faire ça, il fallait faire une diagonalisation par rapport à la sous-matrice AN, et une fois avoir fait ça, il fallait compléter de manière relativement intelligente notre base avec un nouveau vecteur qui nous donne à nouveau une base de diagonalisation. Encore une fois, sans pour autant assurer une question de orthogonalité, c'est pas du tout l'enjeu. Ici, ce qui comptait vraiment, c'était vraiment de trouver une base de diagonalisation qui conserve les propriétés des valeurs propres pour la sous-matrice AN. C'était vraiment ça l'enjeu. Alors cet exercice, bien sûr, peut se refaire avec des formes quadratiques. Ici, la résolution que je viens de proposer, c'est une résolution plus ou moins traduite de ce qu'il se passait avec les formes quadratiques. Donc là, la question du E, perp et tout ça, ça peut se retraduire avec des formes quadratiques. Et donc toute la résolution, bien sûr, peut se refaire avec les formes quadratiques. Est-ce que j'ai... Oui, alors un autre truc qu'il faut que je signale, c'est que là, l'exercice que nous avons écrit ici, nous l'avons posé dans un cadre de matrice symétrique réelle. On pourrait très bien refaire l'exercice avec des matrices hermitiennes complexes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par matrice hermitienne? Une matrice hermitienne, c'est de demander à ce que la transconjuguée, donc ça veut dire que vous faites non seulement la transposée, mais aussi vous faites la conjugaison sur tous les coefficients de votre matrice, eh bien c'est égal à la matrice que vous avez au départ. Il se trouve que vous avez le théorème spectral qui s'applique sur les matrices hermitiennes complexes, donc vous pouvez encore une fois diagonaliser avec des valeurs propres réelles. Vous pouvez encore une fois définir ce qu'on entend par être défini positif pour les matrices hermitiennes. Et vous avez encore une fois une propriété similaire qui va découler. Votre matrice hermitienne va être définie positive si et seulement si ceci est vérifié. Et il faudrait remplacer tous les produits scalaires que j'ai mis en jeu par des produits hermitiens classiques de Cn. Travailler au lieu de travailler dans R, on travaille dans C, bien sûr. Et refaire à peu près le même genre de manipulation. Alors, il y a peut-être 2-3 petites choses qui sont un peu techniques avec les nombres complexes. Il faudrait quand même s'assurer que tout fonctionne bien. Mais globalement, c'est vraiment, je pense, à peu de choses près, la même preuve que ce que je vous ai proposé pourrait fonctionner en remplaçant avec produit hermitien à la place de produit scalaire, travailler avec des nombres complexes, et puis cette complétion de base qui demanderait quand même quelques petites justifications, mais qui devrait pouvoir plus ou moins bien fonctionner. Ok, alors maintenant je vais vous faire l'application qui n'est pas si longue.
Vraiment, c'est très facile. Et je tiens quand même à signaler un truc important, c'est que, attention, je ne suis pas en train de dire que Sn de R est un ouvert dans Mn de R. Ça n'est pas vrai. Parce que déjà, Sn de R, ça n'est pas non plus un ouvert dans Mn de R. Alors, ça sera un fermé, certes, puisque c'est un sous-espace vectoriel de dimension finie, hein, donc dans un espace de dimension finie, les sous-espaces vectoriels sont des fermés. Mais c'est surtout pas un ouvert parce que vous pouvez très bien, en prenant une matrice symétrique réelle, prendre n'importe quelle direction donnée par une matrice élémentaire, genre E, I, J, I différente J. Vous prenez une direction de ce sens-là, et donc si vous faites une boule centrée en une matrice symétrique réelle avec une direction EIJ telle que je l'ai proposée, eh bien vous allez sortir de l'espace qui est en jeu. Donc Fn de R n'est clairement pas un ouvert de Mn de R, et pour des raisons similaires, Sn de R ne va pas être un ouvert de Mn de R. Mais par contre, c'est quand même bien un ouvert de Sn de R. Et là, on rentre dans une question de topologie relative. Ici, on n'est pas en train de parler, donc la topologie usuelle, c'est bien sûr la topologie donnée par la norme, blablabla, bien sûr, mais ici, c'est aussi la topologie induite dans le sous-espace vectoriel qu'on est en train de regarder. Donc là, notamment dans Sn de R. Et les ouverts de Sn de R ne sont pas les mêmes que les ouverts dans Mn de R. Il y a des choses qui peuvent différer. Et notamment, Sn de R n'est pas un ouvert de Mn de R. Je tiens quand même à le signaler, c'est vraiment une question de topologie relative. Donc là, on est en train de regarder un ouvert dans un sous-espace vectoriel de Mn de R. Bref, maintenant montrons que Sn de R est bien un ouvert de Sn de R, et pour cela, on va utiliser un résultat très classique de deuxième année de classe préparatoire, utiliser des images réciproques par des applications continues. Et là, les applications continues qu'il faut utiliser, ça va être très très bête, mais ça vient directement du critère que nous venons de démontrer. Si on pose delta K comme étant l'application qui va de Sn de R vers R, qui a une matrice A associe le déterminant de AK, on peut constater que l'application delta K est une application qui est continue sur Sn de R, donc assez directement parce que c'est des fonctions polynomiales en les coefficients de la matrice A. Voilà, c'est très 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 rapide. Donc c'est pour ça, prendre un mineur, en fait là on est très exactement en train de prendre un mineur de notre matrice A. Donc c'est aussi en cela qu'on peut affirmer la continuité de cette application-là. Cette application-là pour tout cas compris entre 1 et n. Et donc en fait on peut se rendre compte grâce à ce qu'on vient de démontrer, donc via le critère de Sylvester, nous avons que en fait Sn de R, ça n'est rien d'autre que l'intersection pour k allant de 1 à n de delta k moins 1, donc l'image réciproque par delta k, de R plus étoile. Puisqu'on vient de démontrer que être dans Sn de R, c'est équivalent à montrer ceci. Et donc, c'est exactement ce que je viens d'écrire là. Or, vous savez déjà que c'est une application continue, vous êtes en train de faire l'image réciproque par une application continue d'un ouvert, donc ça c'est un ouvert de R avec la topologie usuelle donnée par la valeur absolue. Donc ça, voilà, vous êtes en train de faire donc une image réciproque par une application continue d'un ouvert, ça veut dire que ce truc-là est un ouvert. Et puis ensuite, vous êtes en train de faire une intersection finie d'ouvert. Hein. Je précise bien finie, parce qu'une intersection infinie, vous devriez savoir que ça ne donne pas forcément un ouvert. Donc là, on est en train de faire une intersection finie d'ouvert, donc ça veut dire que c'est un ouvert. Donc là, intersection finie, section finie. Donc ça veut dire que tout ce machin-là, c'est bien un ouvert. Et c'est bien un ouvert de Sn de R. Notez bien que si j'avais remplacé Sn de R par Mn de R, ce que je viens de faire là comme calcul ne fonctionnerait pas. Puisque prendre des déterminants qui sont strictement positifs, ça inclut probablement d'autres matrices qui ne sont pas nécessairement symétriques réelles. C'est pour ça que c'est important, là, ici, le critère de Sylvester s'applique si on sait déjà que notre matrice est symétrique réelle. Il ne s'applique pas si on travaille avec une matrice quelconque, Mn de R. Si j'ai Mn de R ici, ça ne va pas forcément ça ne va pas donner forcément une équivalence comme je l'ai écrite ici. Il faut déjà savoir que notre matrice est symétrique réelle. D'où la question de topologie relative par rapport à cette question d'ouvert. Et voilà, ceci donc conclut la résolution de l'application et finalement la résolution de tout cet exercice. J'espère
que cet exercice vous aura plu avec cette petite application que je trouve assez jolie. J'ose espérer que les explications ont été suffisamment bonnes et convaincantes. Donc encore une fois, n'hésitez pas aussi à laisser en commentaire des questions, des remarques, des retours concernant la résolution que je vous ai proposée ou même de manière générale si vous avez d'autres questions par rapport à cet exercice. Je serai toujours content de discuter mathématiques avec vous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par le type de contenu que je propose sur YouTube. N'hésitez pas non plus aussi pour juste cette vidéo. Bref, ici, ce sera pour me soutenir. Ici, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!